Dans cette deuxième partie de vidéo consacrée au temps, je vous propose maintenant de ne plus parler de l'âge de la Terre et de toutes ces considérations philosophiques, mais de l'âge des roches pour revenir à de la pure physique et même un petit peu de mathématiques. Alors, quand on veut dater une roche, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette roche comme élément chimique. Sachant les noms des atomes qui se trouvent à l'intérieur, je peux essayer de chercher s'il existe des isotopes dits radioactifs de ces éléments chimiques. En effet, si je cherche par exemple du carbone 14, dont vous avez tous entendu parler au moins une fois, à l'intérieur d'un granit, pas de bol, il n'y en a pas. Il n'y a absolument pas un atome de carbone à l'intérieur d'un mica ou d'une orthose, d'un feldspath potassique, et encore moins dans le quartz. Le carbone 14, si je reprends cet exemple, on peut s'en servir pour dater un squelette, donc un os, parce que l'os est en calcaire, et la formule du calcaire, c'est CaCO3. Donc il y a du carbone là, et si j'ai du carbone 14 à l'intérieur, là, alors je peux dater. Je peux dater aussi un bois, puisque dans le bois, il y a du carbone. Et je peux dater un fossile fait de calcaire, à condition qu'il ne soit pas trop âgé. Une ammonite, comme celle-là, par exemple, qui a au moins 100 millions d'années, je ne peux pas la dater avec du carbone 14. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que un élément chimique, quand il se désintègre au cours du temps avec une certaine vitesse. On parle de taux, c'est-à-dire d'un nombre d'atomes qui disparaît au cours du temps. Et dans un système, quel qu'il soit, un os, un fossile, comme ça, ou bien du bois, il n'y a plus d'atomes de carbone 14 après 70 000 ans. On ne peut rien dater avec ça au-delà de 70 000 ans. Alors, avant de rentrer dans les détails, un petit rappel. C'est quoi un atome, en fait ? Un atome, c'est un ensemble d'éléments, un noyau et des choses qui gravitent autour. Par exemple, pour l'hélium, ici, j'ai un noyau qui est constitué de deux types de particules, ce qu'on appelle des neutrons et des protons. Les protons sont chargés positivement. Ici, j'ai 2 protons et 2 neutrons. On dit que le nombre de masses, c'est 4. Et c'est le numéro de l'hélium. Autour, il y a des électrons, donc ça fait 2 charges négatives, et à l'intérieur du noyau, j'ai 2 protons, 2 charges positives. Donc en dessous, on indique le nombre de charges, là, avec un petit 2 comme ça. Cet atome d'hélium, là, il est stable, c'est-à-dire qu'il est équilibré. Mais dans la nature, il existe des atomes qui ont un petit peu trop de protons, de neutrons ou d'électrons. Par exemple, le carbone, dit stable, celui qui est fabriqué naturellement sur Terre, c'est le carbone 12. Celui-ci est stable et il ne se désintègre pas. Mais à cause de rayons cosmiques qui frappent l'atmosphère, certains atomes réagissent avec ces rayons cosmiques, et le carbone notamment qui devient carbone 14. Et le carbone 14, c'est un atome qui a un excès de masse. Et du coup, il a tendance à se désintégrer au cours du temps. Alors ce qu'on a remarqué, c'est que la façon avec laquelle il se désintègre, c'est quelque chose de très régulier. Regardez, je construis ici un graphique. N, c'est le nombre d'atomes de carbone 14, par exemple, si je prends le carbone 14, que j'ai au départ dans mon morceau de bois, qui est là-bas à droite. Là. Donc au départ, au temps dit T0, c'est-à-dire à l'âge 0, j'ai un nombre d'atomes de carbone 14 que je vais noter N0. D'accord ? Et ce nombre, on peut l'estimer. Parce que dans tout bois qui se fabrique encore aujourd'hui, le taux de carbone 14 est toujours le même. Donc il suffit de connaître la masse du bois pour savoir combien il y a de carbone dedans et en déduire la quantité, la proportion de carbone 14 qui va au départ, ce qu'on appelle le N0. D'accord ? Eh bien, au bout d'un certain temps, la moitié de ce carbone 14 s'est désintégré. On passe à N0 sur 2 au bout d'un temps, alors je suis bien aligné là, au bout d'un temps qu'on appelle grand T ou période de demi-vie. D'accord ? Pour le carbone 14, cette période-là, ça vaut 5700 années. En 5700 années, la moitié du carbone 14 disparaît dans mon bloc de bois. Si je reprends exactement la même période, donc là je vais arriver à environ 11 000 ans, là, j'ai à nouveau la moitié qui a disparu. La moitié de la moitié. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à N0 sur 4.
Et si je continue encore une période, je vais diviser N0 sur 4 par 2 et donc il ne me restera plus que N0 sur 8. Là. Voilà. La forme de cette courbe, que je ne vais pas continuer comme ça, c'est ce qu'on appelle une exponentielle décroissante. C'est-à-dire que le nombre d'atomes a tendance à diminuer. Mais vous remarquez qu'au bout d'un certain temps, je ne vais plus avoir assez de carbone 14 dans mon système pour que je puisse le mesurer. Et ce temps arrive, pour le carbone 14, en fait entre 35 000, 40 000 et 70 000 ans. On estime qu'au-delà de 70 000 ans, il n'y a plus d'atomes de carbone dans mon bois. Donc si j'essaie de dater un bois qui a 100 000 ans, ben, je ne peux pas, parce qu'il n'y a plus de carbone 14 dedans. Du coup, je ne peux pas savoir s'il a 100 000 ans ou s'il a 400 millions d'années. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas dater une ammonite, parce que les ammonites ont plus de 65 millions d'années, donc c'est impossible de les dater directement. D'accord ? Un os, on peut dater un homme de Cro-Magnon qui a 30 000 ans, mais on ne peut pas dater Lucie, par exemple, qui appartient à la lignée humaine, même si ce n'est pas un homme. Mais Lucie a plus de 3 millions d'années, donc on ne l'a jamais daté, Lucie. Voilà, ça c'est important à savoir. Alors, le carbone 14 permet de donner des temps courts. Mais pour des roches, il faut fonctionner avec d'autres isotopes, parce que les roches sont très anciennes, c'est des âges supérieurs à des millions d'années, et en plus il n'y a pas de carbone dedans. Alors qu'est-ce qu'on utilise ? Bien, regardez, là par exemple, à l'intérieur de cette biotite, là on reconnaît un mica noir, j'ai dessiné des petits points, vous pouvez les voir au microscope, ces petits points c'est des grains de zircon, et ces grains de zircon sont riches en uranium. On peut dater du coup les roches avec l'uranium qui se désintègre en plomb. On peut dater aussi ces minéraux avec un couple qui est très utilisé, le couple rubidium-strontium. Alors comment ça marche ? C'est très simple, le rubidium a un nombre de masse de 87 et il se désintègre en strontium 87 aussi. Alors comment ça se fait qu'ils aient le même nombre de masse ? C'est parce que le rubidium perd un électron. Et du coup, ça ne se voit pas dans le nombre de masses, mais par contre, il gagne une charge là, et il augmente de 1 en charge, en émettant un électron plus une particule riche en énergie, ce qu'on appelle un rayon gamma, et ce qui fait que la radioactivité est dangereuse. Mais pour le rubidium, il n'y a aucun danger, parce que la période de demi-vie du rubidium, donc cette période-là, c'est, écoutez bien, 47 milliards d'années. Donc du coup, on a toujours du rubidium dans les roches, et on peut dater même la Terre avec ça, si on a des roches qui ont l'âge de la Terre. Voilà, donc le couple rubidium-strontium est excellent pour dater des minéraux comme cela vieux de plusieurs millions d'années. On ne peut pas dater un fossile puisqu'il n'y a pas de rubidium dans les fossiles. Voilà, dommage. Alors par contre, comment ça se passe ? Vous avez ici au départ une quantité de rubidium N0 à l'intérieur d'un minéral comme ça, et ce rubidium se désintègre au cours du temps là pour former du strontium. Et le strontium, je vais le dessiner en rouge là, lui il commence à une valeur que je vais mettre ici par exemple, donc je vais l'appeler F0, F c'est pour élément fils, c'est-à-dire ce sont des éléments qui sont issus de la désintégration radioactive. Je pars d'une valeur qui est là, mettons comme ça, et j'augmente la concentration en élément fils de manière parfaitement antisymétrique de cette courbe. C'est-à-dire que cette courbe-là, je la reproduis à l'envers et j'ai celle-ci. C'est-à-dire que tout ce qui est en blanc, là, donne ce qui est en rouge. Le rubidium donne le strontium. Ce qui fait qu'au cours du temps, le rubidium diminue au profit du strontium dont la concentration augmente. Et alors pour dater, il suffit que je me place ici sur cet axe et j'ai l'âge. Oui, mais on a un problème. Ça marche pas. Pourquoi ? Parce que, contrairement au cas du carbone, on ne connaît pas N0 dans le minéral, là, par exemple, de biotite. On ne sait pas combien il y avait de rubidium au départ. C'est une inconnue. Et on ne sait pas non plus combien il y avait de strontium au départ. C'est aussi une inconnue. Et ça, mathématiquement, c'est ce qu'on appelle une équation avec deux inconnues. Une équation, c'est l'équation de l'exponentielle décroissante, là, qui est la même dans ce sens ou dans celle-là. Ça, c'est une exponentielle croissante. Enfin, une équation logarithmique en fait. Mais j'ai pas N0 et j'ai pas F0, donc j'ai deux inconnus. Et quand j'ai deux inconnus et une seule équation, je peux pas résoudre. Voilà, alors on pourrait s'arrêter là. Oui, mais heureusement, les mathématiciens nous proposent des outils mathématiques. Et puis les géologues disent, oui mais attendez, dans un granit par exemple, là, ce minéral, il a un âge donné. Mais le feldspath qui est ici, le feldspath potassique, ou ce feldspath-là, le feldspath plagioclase là, qui est là, ils ont aussi le même âge. Tout le monde a le même âge dans cette roche-là. Et du coup, si je peux avoir une équation pour ce minéral, je peux rajouter une équation pour celle-là et une équation pour celle-là. Et ça sera toujours dans le même système, puisque tout le monde a le même âge là-dedans.
Et au final, j'ai même un système surdéterminé, avec tellement de minéraux que je peux obtenir une datation très précise. Alors voilà, comment on fait pour résoudre ça finalement? C'est très simple, on construit un graphique qui n'est pas celui-là, c'est une déduction de celui-là, on le transforme, on met la courbe rouge et la courbe N là en abscisse et en ordonnée. Alors je vais effacer ça parce que c'est mal placé. Ici donc je mets l'élément fils, le strontium, 87, là, en ordonnée. Et ici, je mets le rubidium 87 en abscisse. Alors, on a coutume de diviser par le strontium 86, qui est un isotope stable. Ça, c'est uniquement un problème de mesure qui est lié au spectromètre de masse. Aucune importance pour nous. Je le rajoute même pas. D'accord ? Et alors, voici les faits. Quand je prends un mica, c'est-à-dire une biotite, là, j'ai un taux de rubidium qui est, au départ, là, de temps. Et un taux de strontium qui est de temps, là, ici. Voilà. Ça, c'est des mesures que je fais dans la roche que j'ai aujourd'hui. Dans ce feldspath-là, je constate que j'ai tant de rubidium pour tant de strontium. Et puis dans ce feldspath-là, j'ai tant de rubidium pour tant de strontium. Et alors là, aux surprises, tous les points s'alignent selon une droite. Et du coup, je peux relier les points par une droite. Cette droite, vous l'avez appelée droite isochrone. Parce que sur cette droite, tous les points ont le même âge. C'est iso, c'est même, et chrone, c'est âge. Voilà. Sachant que chaque point représente en fait un minéral avec son rapport en rubidium et strontium. Bien. Mais comment on trouve l'âge avec ça? Eh bien, en fait, grâce à un calcul dans lequel je ne vais pas rentrer là, le coefficient directeur de cette droite, c'est-à-dire YB moins YA divisé par XB moins XA, le coefficient directeur de la droite, c'est la tangente de cet angle-là, et c'est exactement lambda T. Lambda, c'est une constante radioactive qui dépend de l'isotope qu'on considère. Par exemple, pour le rubidium, on le connaît, c'est une valeur en année moins 1. Le T, c'est l'âge qu'on cherche. Donc, si on a lambda, si on peut calculer le coefficient directeur en faisant YB moins YA divisé par XB moins XA, eh bien, on trouve l'âge très facilement. Et c'est comme ça qu'on peut dater des granites. Mais, si vous voulez comprendre pourquoi ça marche, et je vous propose de faire ce petit exercice-là. Imaginez un granit qui a un âge de 0, c'est-à-dire qui se forme aujourd'hui, par exemple dans la cordillère des Andes ou au Japon ou en Martinique. Alors, un granit qui a un âge 0, c'est un granit dont la droite isochrone a une pente nulle, c'est-à-dire que lambda t vaut 0 parce que t vaut 0. Si la pente ou la coefficient directeur de la droite est nul, alors la droite est parallèle à l'axe des abscisses. D'accord ? Et là-dessus, vous avez des points, donc des rapports rubidium-strontium, qui sont les suivants. Là, par exemple, je vais mettre un minéral avec ces valeurs-là, un autre avec ces valeurs-là, et un autre avec ces valeurs-là. D'accord ? Donc ça, c'est les différents minéraux de ma roche qui s'alignent là, comme ça, sur une droite. Et ce qu'on sait, c'est qu'au cours du temps, le rubidium a tendance à diminuer. Et alors, quand il est très fort, quand la concentration rubidium est élevée, ça descend fort au début. Okay, alors que si la concentration est plus faible, ça descend moins vite. Donc du coup, ça va faire comme ça. Là, ici, lui, il va descendre beaucoup. Lui, il va descendre moyen. Et lui, il va descendre qu'un tout petit peu. Mais en même temps que le rubidium diminue, le strontium augmente. Donc, le strontium va augmenter exactement dans les mêmes proportions qu'il a baissé là. Et donc, un peu plus là. Et donc, un peu plus là. Et ce qui fait que les 3 points que je vais avoir au bout d'un certain temps, c'est à nouveau 3 points alignés, comme ça, là. Voilà. Et du coup, j'ai une droite, à nouveau, dont la pente est plus élevée que celle-là. C'est pour ça que plus ma pente augmente, plus l'âge augmente. C'est parce que le rubidium diminue en même temps que le strontium augmente dans chaque minéraux. Et c'est plus fort pour les minéraux dont le rapport était plus grand au départ. Voilà pourquoi on peut dire par exemple qu'un granit qui a une pente comme ça, alors l'ordonnée à l'origine n'est pas toujours la même, je peux avoir une autre ordonnée à l'origine comme ça, mais si j'ai une pente comme ça, je peux dire que ce granit-là est plus vieux que celui-là. D'accord ? Si j'ai une ordonnée à l'origine qui est ici, mais la pente elle est comme ça, alors ce granit est plus récent que celui-là, et ce granit est plus récent que celui-là et que celui-là, puisque la pente elle est plus faible. Et voilà, c'est tout simple. Alors, un dernier détail avant de finir. Toutes ces datations, elles sont obtenues par rapport à un présent, mais un présent qui varie au cours du temps. Par exemple, là, on finit l'année 2018, et ensuite on aura l'année 2019. Donc, du coup, quand on donne un âge, c'est par rapport à quand ?
Eh bien, les scientifiques ont décidé de fixer le présent, une bonne fois pour toutes. Le présent, c'est 1950. 1950, c'est un âge qu'on considère comme étant une valeur, repère. Après, c'est plus le présent. Okay. Et avant, c'est ce qu'on appelle before present, c'est-à-dire avant le présent. Pourquoi 1950? Pourquoi pas l'an 2000 par exemple, ça aurait été plus simple au niveau des calculs? Et bien parce qu'il s'est passé quelque chose après 1950. Les soviétiques et les américains se sont lancés dans une course aux armements et ont fait des tas d'essais nucléaires. Et ils ont mis dans l'air beaucoup de quantités de tritium par exemple, qui se retrouvent maintenant dans l'eau des océans, et dans l'air plein de carbone 14 de manière anormale. Et ces concentrations qu'on retrouve encore aujourd'hui de carbone 14 dans l'air là ne sont pas naturelles. Et du coup, si on veut des repères naturels, il faut considérer l'atmosphère de la Terre avant 1950. Aujourd'hui, nous vivons donc après le présent, en quelque sorte. Bon, vous en savez assez, je pense, sur l'âge des roches. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.